Aujourd'hui, la géographie, l'Égypte et le Caire sont à l'honneur. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Julie Picard qui va nous parler de mobilité et de migration internationale, thème qui est au programme de géographie en classe de seconde. Elle va nous parler plus précisément du sujet suivant, le Caire, carrefour ou impasse migratoire. Julie, nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Vous êtes formatrice d'enseignants et maître de conférences à l'Université de Bordeaux depuis 2017. Vous avez un master et une thèse de doctorat en géographie que vous avez réalisé à partir de 3 terrains de 2-3 mois chacun en Égypte. Vos thèmes de recherche portent sur les migrations des subsahariens vers l'Afrique du Nord et l'Europe, l'appropriation de ces territoires par les migrants et les mobilités religieuses durant ces migrations. Je vous ai contacté il y a quelques mois après avoir découvert un compte-rendu de vos travaux dans les cafés Géo. Les élèves du lycée Balzac ont réalisé des petites vidéos à l'aide d'une étude de cas construite à partir de ce compte-rendu. En guise d'introduction, je vous propose de regarder la vidéo d'Alia, de Gabriela, d'Ingrid et de David ici présents, que je tiens à remercier pour leur implication sans faille depuis le début de l'année. Julie, je vous demande d'être très attentive. Ces élèves ont des questions à vous poser à la fin de la vidéo. Bonjour à tous. Je développerai donc après le visionnage de la vidéo, mais merci pour cette présentation. Merci beaucoup à Céline Lanfray pour cette invitation et j'y reviendrai, mais un grand bravo déjà aux élèves de ce lycée Balzac qui ont réalisé la vidéo que j'ai trouvée fort pertinente. C'est parti. Le sujet de cette vidéo porte sur les migrations forcées en Égypte dans le cadre de notre cours sur les mobilités internationales. Une migration est dite forcée lorsque l'on change de pays en raison de crise politique ou d'une catastrophe naturelle. Selon le HCR, soit le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 79,5 millions de personnes migrent chaque année. En augmentation, ce chiffre a atteint 82,5 millions de personnes en 2020. Par ailleurs, l'Égypte accueille de nombreux migrants forcés. Nous pouvons poser la problématique suivante. Quelles sont les trajectoires des migrants forcés en Égypte? Dans une première partie, nous décrirons les profils de ces migrants forcés et leur vie une fois arrivés en Égypte. Dans une deuxième partie, nous étudierons la politique de gestion de ces migrations forcées par l'État égyptien. Dans une troisième partie, nous situerons l'Égypte par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord accueillant des migrants forcés, puis dans le monde, notamment avec son rôle dans la politique de gestion des frontières européennes. Premièrement, d'après la Haute Commission des réfugiés, le nombre de réfugiés en Égypte est passé de 7 000 à 250 000 entre 1993 et 2018. Il a donc été multiplié par 3,5 en 25 ans. Ces chiffres ne prennent en compte que les migrants ayant le statut de réfugiés défini par la Convention de Genève. Le nombre de migrants en Égypte est estimé à 500 000, soit le double. Par ailleurs, on constate que les origines des réfugiés se sont diversifiées entre 1993 et 2008. En effet, en 1993, on ne comptait que des personnes issues des pays de la Corne de l'Afrique, notamment des Éthiopiens et des Érythréens. Aujourd'hui, il y a aussi des Syriens qui représentent la mobilité des réfugiés ainsi que des Soudanais. Ces personnes qui fuient les guerres de religion au Moyen-Orient ou bien la guerre civile au Soudan s'installent dans les villes d'Alexandrie ou du Caire, dans des quartiers tels que Mahdi, Madinat Nas, Abbasiya, El Zaytoun, Boulak, où les loyers sont moins chers et où il y a des moyens de transport. Pour vivre, les migrants essayent de gagner leur vie en vendant de l'artisanat, des boissons, en faisant de la couture, en tenant une épicerie ou un restaurant. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser la politique d'accueil des migrants forcés par l'État égyptien. Concrètement, l'État égyptien n'a pas de réelle politique d'accueil des migrants forcés, car il considère que ces personnes ne resteront pas sur le sol égyptien, même si certaines sont là depuis 10 ou 20 ans. Ce sont la Haute Commission des réfugiés, les ONG et les églises missionnaires qui s'occupent de ces personnes une fois sur place. Par exemple, les églises missionnaires leur proposent des formations, notamment en informatique, pour essayer de trouver du travail ensemble. Par ailleurs, on constate que l'Égypte joue un rôle dans la politique de gestion de migrants de l'Union européenne. En effet, le pays est un allié de poids de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée de protéger ses frontières extérieures, qui donne de l'argent aux pays voisins pour qu'ils contrôlent davantage leurs frontières, en augmentant les effectifs de policiers,
construisons des barrages, etc. Pour conclure, les migrants forcés en Égypte sont en nombre croissant avec des origines variées en lien avec les conflits alentours. Une fois en Égypte, ces migrants vivent modestement et sont aidés par le HCR, les ONG et les églises missionnaires. L'État égyptien les délaisse et contrôle davantage ses frontières pour éviter qu'ils ne rejoignent l'Europe. Comment ces personnes arrivent-elles en Égypte? Par quels moyens? Comment se déroule leur périple? Ces personnes voudraient-elles retourner dans leur pays d'origine une fois la situation de leur pays stabilisée ou souhaitent-elles aller ailleurs? Alia, Gabriela, Ingrid et David, merci encore pour cette vidéo de qualité. Bon, on a eu quelques petits soucis, on n'entendait pas toujours, mais le support était très bien fait, donc ça prenait très bien le relais. Julie, c'est à vous. Merci. Merci encore. Et puis, vraiment encore bravo pour ce travail de vos élèves parce que c'est... je vais même répéter des choses qui ont déjà été dites et qui sont importantes. Et merci pour ces questions qui sont à poser et qui sont intéressantes, bien sûr. Je vais essayer d'y répondre, mais on aura également un petit temps de discussion après si j'ai pas été complète ou si j'ai pas été claire sur tous les points. J'ai essayé un maximum d'illustrer mes réponses avec peut-être des témoignages, des extraits de témoignages, d'entretiens que j'ai réalisés avec un certain nombre de migrants et puis des photographies aussi peut-être pour illustrer un peu mieux mon propos. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Alors, j'ai construit en fait mon propos en trois points en essayant de rebondir sur les questions qui étaient posées. En fait, en 3 points, l'avant, le pendant et l'après. Et donc, c'est vrai que cette question sur les trajectoires et les motivations de ces migrants, elle est extrêmement importante à comprendre. Alors, je vous ai remis peut-être une carte que vous aviez vue dans le compte-rendu du Café Géo. Le compte-rendu, oui. Ouais, c'était donc une carte qui est issue de la documentation photographique Un monde de migrants. Donc, on l'utilise beaucoup en tant qu'enseignant. C'était juste pour recontextualiser un petit peu ce contexte africain. Alors, du coup, l'échelle ne montre pas tout, mais on voit bien que l'Égypte, en tout cas par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord, est quand même un pays qui accueille un certain nombre de milliers de réfugiés. Et notamment depuis en fait les années 50, puisque c'est depuis 54 que sont implantés les bureaux régionaux pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, donc toute cette grande région-là, les bureaux du HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Et donc c'est vrai que le fait que ces bureaux soient importants et soient présents en Égypte fait que certains savent à l'avance qu'ils vont pouvoir y déposer une demande d'asile et peut-être être aidés dans leur parcours de migrants, de demandeurs d'asile et puis éventuellement de réfugiés si on a la chance d'obtenir le statut. On voit bien aussi sur cette carte, c'était pour recontextualiser un petit peu, que les pays d'origine, en fait, on les devine, les pays d'origine de ces migrants sont surtout situés à l'est de l'Afrique et bien sûr en premier lieu le Soudan du Sud et puis l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Qui sont malheureusement des pays connus pour un certain nombre de conflits, de guerres qui touchent ces pays depuis des dizaines d'années. Donc l'instabilité politique, les difficultés économiques, les conflits font qu'on a un certain nombre de gens qui cherchent à fuir ces pays. Et donc l'Égypte est perçue à ce moment-là comme un pays refuge pour un certain nombre de ces migrants que j'ai pu croiser. Je vous cite déjà un premier extrait d'entretien. Quelqu'un m'a dit un jour, en fait, l'Égypte, j'ai choisi l'Égypte. Alors, vous allez voir que c'est parfois choisi et parfois c'est par un concours de circonstances qu'on se retrouve en Égypte. C'est pas forcément une destination qu'on rêve ou qu'on vise à la base, mais un des migrants donc de République démocratique du Congo m'avait dit « J'ai choisi l'Égypte car c'est un lieu où viennent les réfugiés de toute l'Afrique.
C'est comme l'Angleterre, c'est bien connu en Afrique. Donc, il y a vraiment une image de l'Égypte qui est connue dans le reste de l'Afrique et qui touche à cette idée de pays refuge. En fait, moi, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes terrains, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des nationalités qui se diversifiaient et qu'on pouvait rencontrer aussi des migrants qui venaient de Centrafrique, de République démocratique du Congo, du Nigeria, du Mali, de Mauritanie, et qu'en fait, ce qu'on appelle le champ migratoire en géographie était de plus en plus large, en fait, notamment depuis le début des années 2000, le tournant des années 90 aux années 2000. Donc voilà pour le contexte. Ce qui est important, je pense, à comprendre, et c'est là où on rentre un peu dans la complexité des migrations et des motivations au départ, on essaye, bien sûr, en sciences humaines et sociales, de faire des catégories. Donc, ceux qui sont peut-être partis de manière subie. Donc, on va opposer migration subie pour fuir la guerre, les conflits ou la misère, tout simplement, le manque d'opportunités. Parfois, on parle de migrants économiques, même si ça n'a pas une définition extrêmement précise. Et puis, on va opposer donc ces migrations subies aux migrations volontaires. Donc, pour venir étudier, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants africains, subsahariens qui étaient là en Égypte. Et puis, pour venir travailler, alors ça va des membres des ambassades, des diplomates, mais aussi des jeunes gens qui viennent poursuivre leurs études, notamment à El-Azhar, et puis qui finalement vont chercher du travail sur place. Je vais vous donner quelques exemples après. Donc, en fait, oui, ces catégories, elles sont même dans l'enseignement, dans les programmes de l'éducation nationale, on les oppose, on a tendance à les opposer. Mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, ces catégories, on a du mal à faire rentrer les gens dedans. Et souvent, c'est un mélange, c'est un cumul de raisons et de motivations qui font que ces gens ont dû partir. Alors oui, le conflit au Soudan, au Sud-Soudan notamment, oui, le conflit peut-être en Érythrée, mais on n'est pas forcément victime personnellement de ce conflit et de toute façon, on sait qu'on va trouver des opportunités peut-être pour trouver du travail ou pour poursuivre ses études qui vont être meilleures ailleurs. Donc, on est parfois entre les deux catégories et c'est ça qui est difficile justement à catégoriser. Je vais vous montrer avec des témoignages. Peut-être déjà celui-ci, vous allez comprendre un petit peu mieux. C'est le témoignage d'un Sud-Soudanais qui est arrivé en 2002 et vous allez voir qu'il est passé par plusieurs pays. Je vais lire avec vous. J'ai quitté le Sud-Soudan en 1985, donc vous imaginez le parcours, en fait, combien d'années ça a duré, pour rejoindre d'abord l'Éthiopie, où j'ai vécu pendant 10 ans dans un camp de réfugiés. Ça, je reviendrai à cette idée de camp qui n'existe pas en Égypte. J'ai laissé 2 frères en Éthiopie et j'ai fini par rejoindre Khartoum pour travailler, donc au Soudan. Mais je me suis fait arrêter par les services de sécurité, alors je me suis enfuie et j'ai rejoint le Caire avec l'aide de quelques amis. Donc là, on voit bien que on a à la fois la fuite de la guerre et du conflit au Sud-Soudan, et puis on a aussi la fuite du statut d'illégal qu'il avait finalement dans la ville de Khartoum. Et on voit bien comme ça que le parcours a duré extrêmement longtemps entre pays voisins et qu'on est aussi entre la migration subie et la migration choisie, puisqu'il dit bien qu'il a choisi le Caire et qu'il est parti avec quelques amis au final. Je vous en cite une autre, parce que c'est vrai que la présence des femmes dans les témoignages de migrants sont parfois un petit peu invisibles et pourtant beaucoup sont partis aussi seuls, parfois avec leurs enfants, mais ont choisi finalement de migrer en tant que femmes, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, une Ghanéenne, vous voyez, qui est arrivée en 2003 et elle dit
J'ai vécu quelques temps au Nigeria, donc là aussi, on a des transits, des pays de transit avant l'Égypte qui peuvent être plus ou moins longs. J'ai voyagé à cause de l'argent, donc là, on voit bien que les raisons économiques ont primé. Et j'ai pris un vol direct pour l'Égypte en 2003. Je suis partie seule, mais ma tante vivait en Égypte depuis 10 ans. Et là aussi, on a un peu les deux cas de figure, j'y reviendrai, de migrants qui connaissaient déjà quelqu'un ou qui connaissaient des membres de leur communauté d'origine, communauté nationale, qui vivaient en Égypte, ou bien des gens qui ne connaissaient personne et qui se sont retrouvés, encore une fois, un peu là par hasard. Donc, on a vraiment les deux cas de figure. Un dernier témoignage, celui-ci qui me tient à cœur et qui est extrêmement intéressant, puisque ce Congolais de RDC, de République démocratique du Congo, il est en Égypte et il y est toujours. Et il est toujours au Caire, aux dernières nouvelles, depuis 1991. Donc, vous voyez, c'est toute une vie qui est finalement passée en Égypte. Et lui, son parcours est extrêmement intéressant, puisque pour une seule personne, on voit bien que le statut a changé au cours de sa vie et qu'il est parti tout à fait légalement en Égypte, puisqu'il était étudiant dans l'armée, en fait. Je vais vous montrer son parcours, son témoignage. Et puis, vous allez voir pourquoi il s'est retrouvé, en fait, une fois sur place. Il a perdu son statut d'étudiant et il s'est retrouvé à demander l'asile en Égypte. Et aujourd'hui, il vit toujours, en fait, sans papier. Il n'a pas réussi à obtenir le statut de réfugié. Donc, c'est un parcours extrêmement intéressant et on voit bien que la labilité, comme ça, la fluidité des statuts est toujours intéressante à regarder. Donc, il dit « J'ai reçu une bourse du gouvernement congolais pour suivre mes études d'aviation militaire en Égypte. Je devais travailler au service du président Mobutu en rentrant. Mais les choses n'ont pas évolué comme prévu. Des troubles commençaient à éclater au pays et j'ai dû attendre que le gouvernement s'occupe de mon cas. Je n'avais pas d'argent pour rentrer. J'ai reçu une convocation par mon ambassade alors que je n'avais jamais travaillé pour Mobutu. J'ai refusé, il travaillait en fait sous Kabila, il est parti en tant qu'étudiant sous Kabila et le coup d'État dans son pays d'origine a fait qu'il s'est retrouvé finalement, il l'explique, déserteur. J'ai refusé de répondre et j'ai été considéré comme déserteur. Je savais que d'anciens militaires pro-Mobutu avaient été regroupés dans des camps, que beaucoup avaient déjà été dénoncés et tués. J'avais peur, on m'a recherché pour me faire rapatrier. Je ne pouvais plus avoir de relation avec mon ambassade. Donc, il a coupé les ponts avec son ambassade en Égypte et il a perdu son statut d'étudiant militaire, on va dire, en Égypte. Il est resté quelques mois comme ça. Et puis, il est toujours en Égypte. Donc, il a déposé plusieurs demandes d'asile, mais qui n'ont pas abouti. Donc, vous voyez, ses statuts administratifs ont évolué au cours du temps et c'est toute une vie qu'il a passée en Égypte. Alors, sur les conditions de l'exil, puisqu'il y avait cette question un petit peu des trajectoires et de comment ils sont arrivés en Égypte. Alors, plusieurs choses. Et c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas... Aujourd'hui, maintenant, on fait ce qu'on appelle des story maps. Donc, on cartographie comme ça des parcours individuels avec justement toutes les escales, tous les transits, les raisons, les moyens de transport, etc. Mais ça, j'ai pas fait ça pendant mon travail de thèse, mais ça serait intéressant de s'y replonger. Mais finalement, j'ai peut-être plus assez de matériaux pour être complète là-dessus. Mais ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que pour la majorité des Sud-Soudanais, des Somaliens, des Éthiopiens, des Érythréens, on l'a vu sur la carte, hein, qui finalement ont fui des pays limitrophes ou à proximité, et ben, ils sont passés par la voie terrestre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris l'avion, ils ont souvent transité par Khartoum au Soudan et puis ils se sont rendus au nord du Soudan à Wadi Alpha et ont pris le bateau et finalement sont arrivés ensuite à Assouan et ont pris le train pour arriver au Caire. Ça, c'est un parcours assez classique pour ces migrants du sud et de l'est de l'Égypte. Pour les autres, en fait, le trajet n'est pas si extraordinaire, j'ai envie de dire, que cela, puisque j'ai rencontré beaucoup de migrants subsahariens qui, par exemple, étaient partis du Congo. C'est vrai que j'ai beaucoup rencontré de Congolais, mais aussi des Camerounais, des Nigérians.
Et en fait, eux, ils sont arrivés par avion. Donc, ils ont pris l'avion. Parfois, ils ont transité, ils ont fait des escales assez courtes au Kenya, en Afrique du Sud ou dans d'autres pays africains, selon la compagnie aérienne aussi, le prix du billet, etc. Mais pas de parcours extrêmement complexe, à pied, long pour la plupart de ces migrants, pour les nationalités que vous avez affichées ici. Alors, pour ce qui est du statut légal ou illégal, en fait, la plupart sont arrivés en avion avec un visa temporaire. Donc, ils avaient le droit d'entrer sur le territoire égyptien et d'y rester un certain temps. Après, c'est vrai que certains ont dû soit renouveler leur visa de résidence en Égypte, donc selon les pays d'origine, ça peut être plusieurs mois, ça peut être un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps, selon si on travaille, selon si on est étudiant, tout ça est là aussi un petit peu complexe, mais en tout cas, la plupart de ces migrants qui ne sont pas finalement de l'Est de l'Afrique ou du Soudan sont arrivés avec un visa légalement. Et par avion. Après, c'est vrai que certains, peut-être ceux qui sont arrivés par voie terrestre, soit ils avaient des facilités pour circuler. Vous savez qu'il y a des accords aussi des partenariats entre le Soudan et l'Égypte qui ont existé. Donc, il y avait une facilité pour circuler entre les deux pays à un certain moment, en tout cas, de mon terrain et de mes études, moi, que j'ai pu faire sur le cas égyptien. Mais c'est vrai que ça ne se disait pas trop, mais certains s'étaient fournis de faux papiers, des faux passeports et des visas qui n'étaient pas réglementaires pour pouvoir entrer sur le sol égyptien. Donc là aussi, on a un peu tous les cas de figure, mais c'est vrai qu'on n'a pas, comme peut-être plus à l'ouest du continent africain, des traversées, vous savez, du Sahara à pied, comme ça a été peut-être médiatisé à un moment donné. On a beaucoup parlé de ces migrations transsahariennes qui se faisaient par étapes, à pied, avec des véhicules, avec des passeurs, etc. Là, pour le cas égyptien, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait ces mêmes manières de voyager que j'ai pu rencontrer. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que ces réseaux sociaux transnationaux, c'est-à-dire qui étaient déjà établis en Égypte, soit ils existaient pour certains, on avait de la famille, on avait des amis déjà installés en Égypte, donc ça facilitait le voyage et l'arrivée, soit on n'avait personne. Là aussi, les deux cas de figure se sont rencontrés. Pour les réseaux aussi sociaux déjà préétablis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que pour les étudiants qui viennent pour étudier à El Azhar, là aussi, il y a des réseaux transnationaux très bien établis. Donc, on sait qu'on va pouvoir retrouver des Maliens, des Sénégalais qu'on ne connaît pas forcément, mais on sait qu'on va pouvoir tomber sur des gens qui vont pouvoir nous aider et nous renseigner. Les Comboniens, je pourrais y revenir aussi si vous voulez, c'est un ordre religieux catholique d'origine italienne et en fait, ils sont très présents au Soudan et au Sud-Soudan. Et c'est vrai que beaucoup de Sud-Soudanais, en tout cas que j'ai pu rencontrer, savaient qu'ils devaient aller notamment à l'église du Sacré-Cœur de Sakakini, où sont les Comboniens. Peut-être que vous connaissez cette église où il y a une école maintenant pour les migrants africains, pour les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de services sociaux qui ont été proposés, qui sont toujours proposés. Et donc, c'est vrai que même avant, moi j'ai le témoignage d'un père italien qui me racontait que depuis le Sud-Soudan et depuis Khartoum, on prenait parfois les microbus et on disait Sakakini pour la direction. On ne disait pas le Caire, mais c'était vraiment ce quartier-là et cette église-là qui était visée parce que les Comboniens étaient bien établis entre les trois pays, Sud-Soudan, Soudan et Égypte. Voilà pour les trajectoires, en tout cas pour la question qui a été posée. Je vous ai remis quelques photos en fait de la gare sud d'Assouan, c'est-à-dire c'est pas le centre-ville d'Assouan, mais c'est vraiment le bout du territoire égyptien.
Et on voit en fait à l'intérieur et à l'extérieur que des Sud-Soudanais et des Soudanais ont l'habitude en fait d'emprunter le train et puis ces petits microbus après qui vont les amener non seulement à Assouan, à centre-ville, et puis ensuite au Caire. Et on voit bien que là aussi, il y a des circulations, des facilités de mobilité qui sont établies, avec même parfois des petits produits qui sont ramenés du Soudan et qui sont vendus sur le quai de la gare, puisque tous les produits ne vont pas forcément se trouver ensuite au Caire ou en Égypte en général. Donc, on a des familles, des commerçants, des migrants qui ont des habitudes de circulation aussi à travers cette étape-là de Wadi Alpha et du sud Assouan. J'en viens peut-être au quotidien et au pendant, ce que j'appelle le pendant, la migration, pendant l'installation finalement cette fois, pendant l'immobilisation et sur la vie quotidienne au Caire. Pour là aussi essayer de synthétiser un petit peu les choses, vous l'avez dit dans la présentation, je vais vous remontrer la carte justement des quartiers d'installation des migrants, mais c'est vrai que la plupart vont s'installer dans les quartiers périphériques. Il n'y a pas de camp de réfugiés donc en Égypte, et souvent ce sont des quartiers qui sont reliés par les lignes de métro, parce que c'est vrai que c'est un moyen de transport qui est très peu cher et qui est accessible et qui est facile aussi pour se repérer dans cette grande ville du Caire. Et donc, les quartiers vont se situer aussi en périphérie du fait du prix des loyers. Et c'est ce qu'on appelle les habitats collectifs spontanés, c'est-à-dire que parfois ce sont des quartiers entiers qui ne sont pas tout à fait réglementaires dans le plan d'urbanisme et qui sont autoconstruits. Mais voilà, c'est souvent dans ces quartiers que vivent les migrants. Beaucoup de témoignages au sujet du racisme et de la xénophobie qui peuvent être subis au quotidien. Alors, pas par tous les Égyptiens ou par toute la population du Caire, mais voilà, des choses auxquelles ces migrants que j'ai pu rencontrer ne s'attendaient pas. Vous allez voir, parce qu'ils pensaient que l'Afrique était un continent assez uni, et ils font un peu d'humour aussi là-dessus, mais c'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas toujours à un accueil du fait de leur peau noire, de leur couleur de peau noire, un accueil un petit peu défensif. Je vais vous montrer des témoignages. Pour ce qui est de leur vie quotidienne, cette fois leur vie professionnelle, c'est vrai que la précarité, on peut retenir la précarité qui va concerner la plupart de ces migrants, qui ne retrouvent pas, parfois ils sont très diplômés, c'est souvent les plus diplômés et finalement les plus riches, en tout cas en termes d'études et de ressources financières aussi, les plus pauvres et les moins éduqués ne migrent pas, ils n'ont pas la possibilité. Et donc là, c'est vrai qu'on se retrouve au Caire avec du chômage ou des petits boulots pas toujours déclarés et des petits boulots qui sont pas toujours durables. Et finalement, un niveau d'études qui ne correspond pas au métier qu'on va trouver en Égypte. Je vais y revenir. Et puis, à côté de ça, bien sûr, il ne faut pas non plus... moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux et ce que les chercheurs sur les migrations essayent de montrer aussi, c'est que ces migrants ne sont pas que des victimes et ne sont pas que des êtres passifs qui subissent les choses. En fait, il y a des réseaux d'entraide et des ressources qui vont s'exprimer sur le terrain, même si les conditions d'accueil sont difficiles, on va réussir à s'entraider, à trouver quand même des ressources pour travailler, et s'éduquer, pour se former, pour aussi l'expression culturelle et religieuse notamment. Je vais y revenir. Donc ça peut être sur la base de la communauté d'origine, la communauté nationale, même si le mot communauté, je l'aime pas trop, je vais mettre des guillemets. Ça peut être de l'entraide qui vient d'associations, ça peut être l'entraide qui vient d'ONG. Donc, vous l'avez souligné aussi dans la présentation, les organisations non gouvernementales.
Alors, pour reprendre un peu chacun de ces points, je vous remontre la carte et puis je vais vous montrer surtout des photos aussi et des extraits de témoignages. Donc, on voit bien, alors peut-être qu'il faudrait réactualiser un petit peu cette carte, mais on voit bien que Ain Shams, Zeytoun, alors bien sûr Abbassia, Sakakini à cause de l'église du Sacré-Cœur aussi, Medinet Nasr, Arbaounous, et puis Adayek El Mahdi qui m'a beaucoup intéressée, moi, comme quartier que vous devez connaître. Et donc, voilà, là aussi, j'avais essayé de localiser un petit peu les nationalités de ces migrants, même si c'est difficile d'être exhaustive. Mais vous voyez, c'est surtout les Soudanais qui vivent aussi à Adayek El Mahdi. Donc, on se regroupe quand même entre personnes migrantes issus originaires du même pays. Pour les paysages, alors je ne sais pas si la qualité est très bonne, mais vous voyez, je parlais tout à l'heure de quartier d'habitat spontané, c'est un peu ces paysages-là, en fait, qui vont concerner les quartiers de résidence des migrants, avec des routes et des rues qui ne sont pas toujours goudronnées, ces immeubles en briques, voilà, auto-construits, et puis ces marchés de rue, voilà, typiques. En bas, c'est à gauche, c'est Adayek El Mahdi, en haut, c'est Arbaounous, et à droite, en bas, c'est le quartier de Béchou American City, donc qui a dû changer depuis que j'y suis allée, mais en tout cas, un quartier là de moins spontané, mais qui est sorti tout d'un coup là de terre avec des grands immeubles, mais voilà, avec ces travaux quand même présents, on voit bien qu'on est en périphérie du Caire, dans ces limites là un peu désertiques où sont construits des grands quartiers comme ceux-ci. Et puis on voit bien qu'il y a une cohabitation, alors pas toujours faite d'entraide et d'amitié, mais en tout cas une cohabitation entre populations migrantes et populations égyptiennes qui vivent dans ces quartiers. Voilà pour les paysages. Là, j'ai fait un petit mélange de ce que j'ai pu entendre. Alors, voilà les formulations que certains ont pu entendre. On nous traite de singes, d'esclaves, donc ça c'est une des insultes qui revient le plus souvent. Parfois, on nous jette même des pierres dans la rue. Il est connu que les chauffeurs de taxi demandent plus d'argent aux Africains. Bon, aux étrangers en général, en fait, c'est vrai que c'est fréquent, mais souvent, ça c'est vrai que c'est revenu dans leur témoignage. Je ne savais pas qu'il existait un continent maghrébin. Donc voilà, pour ironiser sur le fait que ils ne pensaient pas être face en fait à ce racisme en restant sur le continent africain. Et les Égyptiens sont très fermés, il y a une barrière entre nous. Donc voilà ce que j'ai pu entendre. Ça, c'est issu de plusieurs témoignages différents. C'est peut-être les phrases les plus marquantes, les plus violentes, on va dire, que j'ai relevées. Mais c'est pour pas oublier quand même que ces discriminations sont fréquentes. Sur la précarité professionnelle et la mobilité, alors ce que j'appelle la mobilité sociale descendante des migrants, ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont un niveau d'études qui ne va pas correspondre aux travaux et aux emplois qu'ils vont trouver en Égypte. Donc souvent, ils se retrouvent à faire des petits boulots, alors que dans leur pays, ils étaient enseignants, médecins, voilà, ils avaient une position peut-être sociale et professionnelle plus élevée. Voilà pour le premier témoignage. J'ai travaillé en tant que babysitter ici pour une famille égyptienne, mais j'étais mal payée. J'y retourne de temps en temps, mais ce n'est pas régulier. Là, c'est plusieurs témoignages. J'ai donné quelques cours de français et de mathématiques à domicile dans des familles égyptiennes, françaises, mais aussi gabonaises et éthiopiennes. Donc, on voit bien que le service à la personne, babysitter ou petit cours particulier, dans les familles égyptiennes ou aisées en tout cas, ou dans les familles expatriées, c'est une voie qui est souvent empruntée voilà, pour trouver des petits boulots.
Là, c'est un Éthiopien, le dernier extrait, qui explique « Je ne suis pas libre d'aller et venir car je n'ai pas de pièce d'identité, ni la résidence. » Donc, il est sans papier. Hein. « Je ne suis pas une personne légale ici, donc je me restreins. Je travaille sur place. » C'est-à-dire qu'il dort en fait dans la famille, chez la famille où il travaille, à 20 km de là où il habite. « J'y reste du lundi au vendredi, je dors là-bas. Ma vie est limitée, mais c'est un choix pour être en sécurité. » Donc, pour échapper en fait au contrôle de police dans la rue qui pourrait survenir ou dans les transports, il préfère travailler sur place, rester, dormir sur place dans la famille copte, d'ailleurs une famille copte chez qui il travaillait. Autre témoignage, là un peu plus sombre, on va dire, puisque ce sont plusieurs personnes, encore une fois, qui nous disent « Je n'ai pas de travail aujourd'hui et malheureusement, le HCR ne verse aucune aide financière. » Caritas aide surtout les Soudanais. Donc Caritas, c'est un des partenaires du HCR, qui est connu, une ONG internationale. Hein. Il y a parfois une petite concurrence, même si je mets des guillemets aussi, entre les Sud-Soudanais et les autres migrants, parce que les autres migrants ont eu parfois l'impression que les Sud-Soudanais étaient privilégiés dans les programmes d'aide et d'assistance du HCR notamment. Donc, il dit « Nous survivons grâce à l'entraide à l'intérieur de notre communauté. » Je crois que c'est un Congolais. Il n'y a aucune assistance sociale pour nous. C'est trop difficile de trouver du travail ici. Les femmes africaines ont plus d'opportunités chez les Blancs ou les familles égyptiennes. Donc là aussi, on retrouve une subtilité. Parfois, quand une famille a migré et que la femme était au foyer, par exemple, et que l'homme travaillait, les rôles vont s'inverser une fois arrivés au Caire. Et c'est vrai que les femmes vont avoir peut-être plus de facilité à trouver des emplois de femmes de ménage, de babysitter, de domestiques, en fait, dans des familles aisées du Caire. Donc là aussi, ça peut perturber l'équilibre de la famille qui a migré. Pour les principaux, on va dire, les principales activités économiques, je vous ai mis des photographies de commerce. Alors là, on est à Sakakini et c'est le Souk Seta, donc le marché numéro 6, du nom d'un marché en fait qui existe à Khartoum. Donc, on a rebaptisé en fait ce marché, à la fois un marché de rue à peu près tous les jours de la semaine, et puis des boutiques un peu plus en dur qui existent dans la même rue en fait. Hein. Tout ça a été pris au même endroit. Et donc, on voit les Égyptiens, quelques Égyptiens qui vivent là et qui cohabitent aussi avec ces migrants soudanais, et puis ces commerçants soudanais donc, qui vont se spécialiser dans la revente de produits soudanais, des cosmétiques, de la nourriture, des vêtements aussi, de la musique, des choses qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs dans d'autres quartiers du Caire. Et là aussi, ce sont surtout les Soudanais, effectivement, les Sud-Soudanais et les Nigérians qui ont, comme on dit, pignon sur rue, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accéder à une boutique qu'ils vont pouvoir louer. Mais pour les autres nationalités, c'est parfois un peu plus difficile. D'autres photos pour vous montrer que ça peut être aussi les activités économiques, professionnelles. Alors, ça peut être le marché de rue, vraiment à l'échelle. Vous voyez cette femme en haut à gauche, elle attend en fait la sortie de la messe pour revendre quelques produits d'artisanat, des bouteilles d'eau fraîches, etc. Mais vous voyez, elle est toute seule sur le trottoir, elle déballe son matériel et puis elle repart après. Ça peut être des salons de coiffure. Donc là, on est à droite sur les deux photos à droite. On est à Adayek El Mahdi, donc c'est l'extérieur et l'intérieur du salon de coiffure. Quelques Égyptiens peuvent s'y rendre aussi, mais c'est vrai que c'est surtout des Soudanais. Et puis en bas à gauche, c'est souvent un peu un mélange de à la fois un cybercafé, et puis vous voyez, on vend en même temps des produits cosmétiques, on vend des vêtements, et en même temps on a des postes, des ordinateurs pour pouvoir appeler le pays d'origine, par exemple.
Donc là, voilà les activités qui peuvent exister. Ce qui est intéressant quand on fait du terrain et de la géographie un peu fine comme ça, c'est de regarder aussi les noms des devantures pour en fait connaître qui est derrière. Et donc c'est vrai qu'à Dayak El Mahdi, on a un certain nombre de noms de boutiques qui font référence au pays d'origine. Le Nigeria, le Soudan, en haut à gauche, c'est en arabe la maison du Soudan en fait. African Herb Beauty Plaza et International Call Center. Donc, c'est vrai que là, on a un mélange aussi voilà, de plusieurs choses. Et puis, en bas à droite, c'est Khartoum Top Center. Donc, pareil, ce sont des cybercafés où on peut téléphoner et appeler son pays d'origine. J'ai vu aussi, et ça c'est le temps passé aussi sur le terrain, qui fait qu'on a accès à des activités et des boutiques qui ne sont pas visibles depuis la rue, c'est-à-dire que là on est dans des appartements. En haut à gauche c'est un salon de coiffure improvisé dans l'appartement de la personne. En bas c'est un atelier de couture, et puis à droite c'est ce qu'on appelle un circuit camerounais, donc on voit le drapeau camerounais, on est dans le salon de l'appartement, et en fait il y a quelqu'un qui est là pour faire la cuisine, servir à boire, et c'est un petit restaurant en fait, mais qui est localisé dans un appartement chez quelqu'un de privé. D'autres activités, alors le football, le sport est assez présent dans la vie des hommes migrants, donc des terrains plus ou moins improvisés aussi, plus ou moins formels existent, des terrains de foot, mais ça peut prendre une place assez importante dans la vie quotidienne, chaque semaine, aller jouer au foot, l'organisation de tournois, etc. On a des groupes de musique, là notamment de musique congolaise, qui existent et qui se représentent en fait, hein, qui peuvent tourner à l'intérieur de plusieurs salles culturelles au Caire. Donc, on a quand même cette scène un peu culturelle qui est présente pour certains d'entre eux. En bas, au milieu, c'est en fait une association soudanaise qui accueille des enfants pour faire la garderie, faire un petit peu l'école, etc. Donc, on a souvent des problèmes de place et de matériel, puisque là, on n'a que des petites chaises en plastique et puis la télévision pour les occuper. Mais en tout cas, il y a des associations soudanaises qui existent pour ce genre d'activité. Et puis, moi, je me suis beaucoup intéressée aussi aux mobilités religieuses. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça là-dessus, mais c'est vrai que la vie à l'église est extrêmement importante aussi pour les chrétiens, en tout cas, pour un certain nombre de ces migrants. Peut-être que je vais passer rapidement aussi là-dessus, mais je vous disais que les ONG étaient là aussi, non pas les associations créées par les migrants, mais les ONG plus internationales, on va dire, participent beaucoup à aider au quotidien les migrants. Ça peut être pour l'école, pour distribuer de la nourriture, pour aider à monter son dossier de demande d'asile. Voilà, il y a beaucoup de services sociaux qui sont proposés. Je vous ai mis que 2 exemples parce qu'en fait, ce sont des anciennes églises missionnaires. Vous reconnaissez peut-être All Saints à Samalek et à Saint-Andrews en centre-ville aussi. Elles ont créé en fait leur propre ONG et qui accueille tout le monde, hein, les chrétiens comme les musulmans et notamment les demandeurs d'asile et les réfugiés, pour proposer un certain nombre de services. La question de l'après, je crois, a été posée aussi. Et finalement, je reprends un peu le titre de la présentation. En fait,
ça a été ma problématique, ça a été de savoir en fait si l'Égypte était un carrefour ou si c'était une impasse migratoire. J'ai tendance à penser plutôt à l'impasse pour la majorité des gens que j'ai rencontrés. Et là aussi, je vais illustrer avec quelques phrases. D'abord pour ceux qui ne comptent pas rester, puisque là, en fait, beaucoup espèrent pouvoir retourner dans leur pays d'origine. J'espère revenir au Sud-Soudan, mais ce n'est pas encore. Il y a de bons réseaux d'électricité. Il n'y a pas de bons réseaux d'électricité, d'eau. Elle parle c'est une femme, de son village d'origine au Sud-Soudan. Avant, c'était difficile ici, mais depuis que je travaille dans cette famille sud-africaine, ça va. Et puis, l'école où va mon fils est beaucoup mieux ici. J'ai toujours de la famille là-bas. J'y suis retournée quelques fois en avion, mais c'est cher. Donc, vous voyez, elle a le droit de rester au Caire et de voyager aussi pour aller voir sa famille. Mais en attendant que peut-être son pays soit plus développé, elle reste en Égypte. J'aime mon pays et je serai toujours du pays. Donc, dès que ce sera possible, je retournerai au Congo. J'espère revenir au Sud-Soudan. Le pays a besoin d'éducation, d'ouvrir des écoles. Donc là, il y a l'envie de revenir pour aussi participer soi-même au développement de son pays d'origine. Et là, c'est le témoignage d'un Nigérian qui, en fait, a monté une association d'aide aux Nigérians en Égypte, notamment qui sont beaucoup sans papier ou victimes de passeurs, etc. Et il expliquait, beaucoup veulent partir et pensent qu'ils n'ont pas de futur ici. Moi, j'essaye de leur faire comprendre l'inverse. C'est un bon endroit pour vivre, à mon avis. Sinon, on encourage à retourner au Nigeria. J'essaye de leur dire qu'ils ne seront pas rejetés par leur famille. Parce qu'il y a aussi cette honte, parfois, de retourner dans son pays d'origine qui fait qu'on n'y retourne pas, alors que ce serait possible, puisqu'on est censé être parti pour réussir, pour trouver des opportunités. Et si ça ne se présente pas, il y a la honte de revenir sans argent et sans bonnes nouvelles auprès de sa famille. Là, c'est peut-être d'autres espoirs, d'autres attentes de quelqu'un qui dit « Je n'ai pas de visa et je ne veux pas risquer ma vie en tentant de migrer en Europe. Je n'ai pas envie non plus de retourner au Congo, ce serait la mort. Des droits existent en Europe, mais pas chez nous. » Donc lui, il est partagé entre l'Europe, le Congo, mais finalement, voilà, c'est l'impasse du fait que ce serait trop dangereux de partir en Europe, vers le nord, et ce serait trop dangereux de retourner chez lui. Donc, il préfère rester en Égypte, même si la vie est parfois difficile. Et puis, c'est le même Congolais dont on parlait tout à l'heure, qui est arrivé en tant qu'étudiant militaire. Il dit, bien évidemment, j'espère obtenir mon statut de réfugié et pouvoir être réinstallé un jour. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a le HCR participe parfois à des programmes de réinstallation, ça s'appelle, c'est-à-dire vers le Canada, les États-Unis, l'Australie. Si on est réfugié, reconnu et qu'on est accepté dans ces pays-là, occidentaux, c'est vrai que ça a pu exister, même si ça existe moins aujourd'hui. Et lui, il pense à ça. Ici, ce n'est pas évident pour trouver du travail ou bien les salaires sont assez minables. J'ai gardé contact avec la famille chez qui j'ai habité et qui a été réinstallée au Canada. Donc, il y a cet espoir de pouvoir peut-être un jour déjà obtenir le statut de réfugié et être réinstallé au Canada. Mais ça n'est pas arrivé, en tout cas pour ce Congolais dont je vous parle. Pour l'après, alors c'est vrai qu'entre 2005 et 2013, il y a eu beaucoup d'Éthiopiens et d'Érythréens, mais aussi des Sud-Soudanais qui ont tenté le passage vers Israël, puisqu'il y a une frontière commune entre Israël et l'Égypte, et eux sont partis à pied par le Sinaï vers Israël. Mais c'est vrai que ça a été une traversée assez difficile. Il y a eu des choses pas très... en termes de trafic d'êtres humains ou de demande de rançon. Enfin, il y a eu des choses assez tristes qui se sont passées dans le Sinaï, à cette frontière. Et puis, aujourd'hui, Israël a changé un peu de politique et depuis 2013, il y a un mur, vous voyez, un mur grillagé, en tout cas, qui est construit entre les deux pays pour justement soi-disant se protéger de ces migrants.
entre autres. Et donc, c'est vrai que ceux qui ont pu partir en 2005 et puis les années suivantes, aujourd'hui, c'est vrai que les flux se sont un petit peu, ont diminué largement. C'est plus difficile d'accéder à ce pays-là. Et puis pour conclure, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé déjà le temps. En fait, si on peut reparler aussi, parce que c'est vrai que dans les médias, dans les imaginaires, on a l'idée que les migrants africains débarquent tous en Europe. En fait, ce que j'ai vu en Égypte, c'était pas le cas. Déjà, l'Égypte est loin des côtes européennes par rapport à d'autres pays nord-africains. Et c'est vrai que dans les discours, dans les témoignages, c'est pas un rêve absolu que de vouloir atteindre l'Europe. Souvent, là aussi, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai juste le cas, et j'ai mis la photo, j'ai juste le cas d'un Sud-Soudanais qui m'a beaucoup aidé sur le terrain, Simon, et qui, en fait, lui, et malheureusement, je ne l'ai pas revu depuis, et je le suis un peu à distance par Facebook, etc. Mais en fait, il est arrivé en Roumanie il y a quelques années. Il est resté assez longtemps quand même en Égypte. Et puis, en fait, il s'est marié à une Roumaine. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été un peu arrangé pour qu'il puisse migrer. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça, apparemment. Mais je n'ai pas le détail tout à fait de son parcours après l'Égypte. Mais voilà, là, c'est une photo de son mariage avec cette Roumaine. Et il a depuis 3 enfants. Et il est très bien intégré dans un petit village de Roumanie, en plus, voilà, où ça n'a pas dû être facile d'être accueilli. Mais c'est vraiment une minorité, c'est un cas assez exceptionnel par rapport, voilà, aux autres, à la majorité des gens que j'ai pu croiser, en tout cas en Égypte à l'époque. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention et je remercie encore une fois Céline et les élèves pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail. Merci beaucoup. Merci à vous, Julie, pour cette intervention passionnante. À présent, nous allons donner la parole aux élèves pour qu'ils posent leurs questions. Alors, nous avons Gabriella qui a une question que je trouve très intéressante. Vas-y, Gabriella. Moi aussi, je suis très curieuse de savoir. Vas-y, pose la question. Comprendre, en fait, dans quelle mesure penserez-vous que le cas de l'Égypte est très exceptionnel, voire très intéressant à étudier la migration en Égypte? Donc merci Gabriella. Effectivement, moi c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, en plus que c'était pas n'importe quel pays, l'Égypte, par rapport à ces histoires de migration transsaharienne. Et en fait, moi au début, en plus, quand j'étais en master 1 de géographie, je devais faire un mémoire, et c'était l'époque où depuis le Maroc, il y avait ces premières traversées là de bateaux de migrants qui commençait à être médiatisé, et j'avais envie je m'intéressais déjà aux migrations et je m'étais dit pourquoi pas partir au Maroc, à Gibraltar, enfin voir entre Maroc, Espagne ce qui se passe, etc. Et puis le fait est que mes enseignants qui m'encadraient à ce moment-là étaient intéressés, mais il y avait mon futur directeur de thèse qui était au CEDEJ, donc le Centre de recherche français au Caire, et qui m'a dit mais tu voudrais pas plutôt regarder ce qui se passe en Égypte? Et en fait il y a moins de travaux, comme l'Égypte est moins francophone finalement que le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. Il y avait beaucoup de travaux francophones sur ces pays-là et peu encore sur l'Égypte. Donc c'est vrai que c'était assez nouveau et assez peu travaillé. Et donc, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, même si ça me paraissait être le Caire, voilà, une ville assez difficile à maîtriser, etc. Mais la particularité, effectivement, c'est que il y a cette présence du HCR, il y a cette proximité avec des pays qui sont en guerre depuis longtemps en Afrique de l'Est, il y a cette frontière voisine avec Israël, il y a cet éloignement des côtes finalement européennes qui font que c'est pas du tout, on n'a pas des bateaux qui partent des côtes égyptiennes, même si il y en a eu quelques-uns après le conflit syrien notamment. Mais voilà, c'est vrai que la médiatisation, en tout cas du côté français, côté européen,
elle est pas axée sur l'Égypte. Et déjà, voilà, ce pays, il est particulier en ce sens, c'est il est moins médiatisé, moins connu, moins travaillé. Et, et c'est quand même un carrefour et un lieu de rencontre de migrants de nationalités extrêmement différentes, peut-être plus que dans les autres pays nord-africains. Donc, voilà. Et la particularité, moi aussi, que j'ai essayé de peut-être mettre en lumière dans mes travaux, mais ça nous amènerait peut-être trop loin, c'est le fait qu'il y a quand même une communauté copte importante, en tout cas une communauté chrétienne importante. Et comme moi, je me suis intéressée aussi plutôt aux migrants chrétiens et que j'en ai croisé beaucoup qui étaient de confession chrétienne, il y a aussi quelques liens qui ont pu être établis avec cette communauté copte d'Égypte et aussi le fait que l'Égypte est présente aussi spirituellement. Enfin, c'est une terre biblique aussi. Dans la Bible, voilà, l'Égypte, ça représente quelque chose d'important. Et finalement, moi, dans les migrants chrétiens que j'ai pu rencontrer, il y a eu beaucoup ce discours, l'Égypte, finalement, spirituellement, c'est quelque chose de fort. On a découvert des choses, on a rencontré des chrétiens, donc coptes, qui ont pu nous aider, etc. Et finalement, ces imaginaires-là, ces ressources spirituelles, ces ressources avec la communauté copte, je me dis qu'elles auraient forcément été moindres peut-être au Maroc, en Tunisie ou en Algérie ou en Libye. Voilà, c'est une des particularités aussi de l'Égypte en ce sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je suis restée à l'échelle de l'Afrique, mais... Oui, merci beaucoup, j'ai bien compris. Oui, géopolitiquement et ouais, au niveau des communautés religieuses, c'est un pays extrêmement intéressant. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez conservé certains liens avec les enquêtés Oui. et vous arrivez à en tirer quelque chose, à compléter leur trajectoire, du coup, qu'est-ce que ça donne? Si oui, vous... Oui, ouais, c'est une bonne question. Alors, alors, mon dernier terrain, c'était en 2011, donc c'est vrai que ça commence à dater. Et puis, c'est ce qu'on disait, ça commence à me manquer aussi un peu. Mais parce que les choses ont dû changer depuis tout ce temps. Mais j'aurais souhaité peut-être maintenir plus de liens avec certains, mais c'est vrai que ça se dissipe un petit peu, ça s'effrite un petit peu. Et c'est vrai que certains, c'est plutôt par Facebook et les réseaux sociaux que j'ai des nouvelles, puisque oui, certains mettent quand même beaucoup de choses, des photos. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas les utiliser non plus et les diffuser outre mesure. C'est pour ça que j'ai aussi flouté les visages pour respecter voilà, l'anonymat des personnes. Mais oui, c'est plutôt par les réseaux sociaux que j'ai des nouvelles et que j'arrive à comprendre un peu la suite de leur trajectoire. Mais c'est pas avec tous les migrants que j'ai rencontrés et il faudrait des entretiens plus approfondis et voilà, des choses plus suivies dans le temps pour bien comprendre. Mais c'est vrai que... Sachant qu'en plus, avec les réseaux sociaux, on a aussi cette dimension de mise en scène de la vie. Et en termes pas de fiabilité de l'information, mais... Oui, on met plutôt en valeur effectivement ce qu'on a réussi, ce qui se passe bien. Et voilà, je me dis peut-être que Simon, là, qui est en Roumanie, avec le conflit en Ukraine, enfin, je ne sais pas, peut-être que ça a changé aussi les choses. Et moi, il m'avait parlé pour ses enfants, pour les études de ses enfants, d'essayer de venir en France. Mais voilà, j'en suis là. Mais c'est vraiment par petite discussion, par chat, c'est pas assez approfondi à mon goût. Mais en fait, voilà, le fait est que je donne beaucoup de cours et que ma recherche a été un peu mise de côté, mais je ne désespère pas de poursuivre de toute façon sur ces thématiques. Ouais. En tout cas, vous savez que vous êtes la bienvenue. Vous venez en Égypte. Avec grand plaisir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions,
Eh bien, nous allons clôturer cette visioconférence. Julie, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On dit quelque chose en Égypte que vous avez sans doute dû entendre, Nawar Masr. Donc, je vous le dis, vous avez illuminé l'Égypte. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.